Bonjour tout le monde. Euh, et enchanté. Donc, je suis Grégoire Michel, je suis directeur associé chez Convertéo et je co-dirige l'équipe qui est en charge de tous les sujets autour du marketing client concrètement, et notamment je dirige les sujets de technologie marketing, toute la MarTech, et le sujet des Customer Data Platform. Voilà, donc c'est dans notre équipe que a été construite la cartographie que beaucoup d'entre vous ont téléchargée sur laquelle on va revenir aujourd'hui. Je vais vous donner quelques insights qui ne sont pas forcément aussi dans la cartographie. On parlera à la fois de la façon dont le marché évolue, les technos, les besoins. On parlera également je reviendrai déjà sur la définition qu'on donne, nous, des Customer Data Platform et des critères d'évaluation qui ont servi pour faire la cartographie et les partis pris qu'on a pris. Et puis ensuite, on terminera après les besoins, les cas d'usage, et on terminera sur un échange autour de 2025, à quoi ça pourrait rassembler. On vous donnera, je vous donnerai quelques éléments sur comment nous on voit 2025, et puis on laissera du temps pour les questions-réponses et pour échanger autour de ce sujet-là. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une Customer Data Platform? Parce que si vous cherchez le terme sur Internet, vous allez trouver environ 260 éditeurs qui utilisent plus ou moins ce terme-là, et parfois en recouvrant des choses très différentes. Donc, on a chez Convertéo fait le travail de définir ce que c'était pour nous qu'une Customer Data Platform, c'est-à-dire une plateforme qui permet de collecter, de réconcilier, de traiter et d'activer de la donnée, et on parle de données prospects et clients, et que cette plateforme soit utilisable par les opérateurs métiers. Donc, s'il s'agit de quelque chose qui collecte, qui réconcilie, qui traite, voire qui renvoie des audiences, mais où il n'y a pas d'interface utilisateur, par exemple, comme c'est le cas de Cloud Data, on parlera beaucoup des Cloud Data tout à l'heure, pour nous, ce n'est pas une Customer Data Platform, c'est un Cloud Data, c'est un Data Lake ou un Data Warehouse. Il s'agit que d'un outil qui fait de l'activation, comme le font tous les outils de marketing automation et de l'orchestration, mais qui ne réconcilie pas ou pas bien les identités, par exemple, qui n'est pas capable de faire des traitements avancés, ça n'est pas non plus une Customer Data Platform. Nous sommes bien conscients que cette définition est un petit peu restrictive, mais ça permet quand même d'y voir un peu plus clair sur le marché une fois qu'on s'y tient. Et si on rentre dans le détail, nous avons défini chez Convertéo 10 caractéristiques majeures, dont 7 sont indispensables pour être vraiment une Customer Data Platform. Je ne rentrerai pas dans le détail. Vous pourrez nous demander à voir les slides ou le replay. Mais la collecte des données, bien sûr, donc de toutes les sources, front-end, avec différentes méthodes d'échange de fichiers, API, etc. La réconciliation des identités. Et pour être une Customer Data Platform, on doit avoir une solution qui est capable de façon déterministe de bien réconcilier les identités. Les modèles de données qui soient flexibles et évolutifs, c'est un point qui est très important pour pouvoir s'adapter au métier de chaque entreprise, qui sont tous différents, qui ont des besoins différents, des objets métiers à gérer. Par exemple, certains métiers ont besoin de réconciliation à la maille individu, d'autres à la maille entreprise en B2B, d'autres à la maille foyer. Il y a plein de choses qui existent comme ça. Il faut pouvoir modéliser tout ça. Parfois, il faut pouvoir rajouter des données qui ne sont pas directement des données métiers, comme les données produits, qui vont permettre ensuite de faire travailler la solution sur des scores d'appétence ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de... Voilà, la flexibilité du modèle de données est un critère important. La capacité à traiter la donnée, segmenter, scorer, calculer une intention, voir certains algorithmes beaucoup plus sophistiqués dans certains cas, on en reparlera aussi. Le transfert pour activer la donnée, des audiences, des segments, des ciblages. Une interface utilisateur, comme je le disais tout à l'heure, si on ne sait pas utilisable par les métiers, ça n'est pas vraiment une CDP. Le temps réel, qui n'est pas toujours nécessaire, mais qui dans certains cas est indispensable, et donc il faut être capable de le faire. Et enfin,
des critères qui ne sont pas obligatoires, la capacité à orchestrer, et même de plus en plus, on en parlera aussi, à activer elle-même depuis la CDP, donc à envoyer des messages directement depuis la CDP, la monétisation, et puis le reporting. Les CDP en général ne sont pas des outils de reporting, elles ne sont pas très puissantes sur la dimension reporting, et on verra, mais je ne pense pas que ce soit amené à changer en fait dans un avenir proche. Il y a bien d'autres sujets à traiter pour les éditeurs avant de s'occuper de ce sujet-là. Donc, la cartographie de Converteo, à partir de ça, on est reparti de cette définition. On en a déduit 180 critères technico-fonctionnels qu'on a regroupés en 8 familles parce qu'un certain nombre de critères autour de la donnée, on pouvait les regrouper en moins de 10 éléments. Et à partir de ça, on a fait une matrice de passage, en fait, pour pondérer le poids de chaque critère, pour déterminer la contribution de chaque critère aux différentes familles de bénéfices. Il y a 6 familles de bénéfices et ça a permis d'évaluer les solutions sur les 6 familles de bénéfices. C'est ce que vous retrouvez dans le document que vous pouvez télécharger sur le site web de Converteo si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, si je rentre un peu plus dans le détail, on a eu un parti pris dans cette cartographie qui est liée à une tendance du marché qu'on observe déjà depuis quelques temps. Et donc, on a pris le parti pris de rapprocher le traitement de la donnée et l'activation et de jauger les solutions à l'aune de ces deux grandes familles de fonctionnalités qui, au départ, sont séparées. Au départ, on a des Customer Data Platform qui traitent beaucoup de données, mais qui ensuite envoient la donnée à un outil d'orchestration et d'activation de type Marketing Hub ou Multi-Channel Marketing Hub ou CEP. Et nous, on pense qu'en fait, il faut évaluer le marché, et je vais vous expliquer pourquoi on pense qu'il faut évaluer le marché aujourd'hui à l'aune de ces deux grands pans de fonctionnalité. En fait, la CDP, pour nous, c'est une solution qui est centrée sur la first party data, et on pense chez Converteo qu'elle remplacera probablement à terme la gestion de campagne. Pourquoi ? D'abord parce que le recouvrement fonctionnel entre les deux types de solutions est de plus en plus important. Je vais revenir plus en détail. Deuxièmement, parce que ces deux types de solutions s'adressent aux mêmes utilisateurs et que les utilisateurs en question ne sont pas forcément très appétents à devoir utiliser plusieurs solutions pour faire une campagne. Le ciblage dans l'une, les messages et l'orchestration dans l'autre. On voit que des éditeurs ont commencé à faire converger ces deux types de solutions. C'est très clair sur le marché et ça s'accélère. Et enfin, notre expérience, c'est 80 émissions de cadrage de roadmap ou d'aide au choix finissent toujours par traiter des deux sujets. C'est assez spectaculaire de voir à quel point parfois des appels d'offres ou des cadrages où au début on nous dit ben voilà, il faudrait qu'on cadre notre besoin en Customer Data Platform. Tôt ou tard, la question de comment on orchestre les campagnes, comment on transforme cette donnée en une réalité métier, et où ça va faire finalement revient au centre du sujet et influence le choix final de nos clients sur les solutions. Donc, et la conclusion de ça, c'est que nous anticipons chez Converteo un remplacement progressif des solutions de campagne legacy, entre guillemets, par ces nouvelles solutions de CDP qui combinent la CDP et la partie gestion de campagne dans une même plateforme. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas chez l'éditeur des composants séparés d'une offre, mais c'est la même plateforme, ce qui veut dire qu'on n'a pas de synchro de données entre les deux dans les années qui viennent. Et comment est-ce qu'on l'observe chez les éditeurs ? J'ai pris quelques exemples. On voit bien qu'avec le temps, le développement des fonctionnalités, ces éditeurs ont petit à petit migré de la collecte, l'unification, le traitement de la donnée, avec l'introduction de composantes ou de solutions ou de produits complémentaires à leurs produits de base, petit à petit couvert l'ensemble du spectre qui vont de la collecte, la création d'audience. Si je prends le paradigme de la production d'une campagne, la création d'audience, le ciblage, le split d'audience par canal, l'orchestration omnicanal avec des workflows, des triggers, etc., la gestion du temps, et enfin la préparation des assets et leur routage. Et on voit bien qu'un certain nombre d'éditeurs ont même complètement couvert l'ensemble du spectre maintenant et ont
et on continue à voir des annonces et d'autres éditeurs qui s'engagent dans cette voie-là. Mais ce qui est assez spectaculaire aussi, c'est que des solutions de type au départ CEP ou MMH ont fait le chemin inverse. En partant de l'orchestration et de la préparation des assets et le routage, et en s'étendant petit à petit de plus en plus vers la data, vers la collecte de data, son unification, l'ouverture de leur schéma de données, etc., etc. C'est des mouvements qui ne sont pas finis, qui sont en cours, ce qui veut dire que, et on le voit à travers notre cartographie aussi, mais clairement, aucune solution n'est parfaite et couvre absolument parfaitement l'ensemble des sujets aujourd'hui. Donc, si vous cherchez à vous équiper d'une Customer Data Platform qui combine avec la partie gestion de campagne, vous serez amené, en tout cas en 2020, début 2025, encore à faire quelques compromis fonctionnels, soit sur la dimension data, soit sur la dimension gestion de campagne. Mais on est persuadé chez Converteo que c'est qu'une question de temps, parce que tous les éditeurs y mettent quand même des moyens considérables. Alors, où est-ce que se situent aujourd'hui les grandes tendances, les points chauds du marché, ceux dont on discute beaucoup avec nos clients en cette fin 2024 et maintenant tout début 2025? Le premier des sujets, c'est qu'il y a un sujet très récurrent qui revient, c'est le CDP pour réduire les dépenses médias. Alors, il y a un vrai sujet de recherche du ROI des CDP. C'est pas évident de démontrer le ROI des CDP, et utiliser une CDP pour améliorer le ciblage et finalement l'efficacité et le retour sur investissement des dépenses médias est un des sujets qui revient, et ça revient d'autant plus que il y a un peu de surpromesse de la part des éditeurs sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a de la surpromesse? Parce qu'en fait, l'onboarding dans les plateformes de type walled garden, donc on parle ici de Facebook, de Google Ads, de TikTok, etc., d'Instagram, enfin toutes les plateformes qui permettent de faire du retargeting dans des environnements logués. C'est un processus qui est complexe et qui a de grosses limitations. C'est complexe parce qu'il y a plein d'étapes à franchir. Il va falloir, alors il faut des connecteurs pour pouvoir transférer l'audience. Il y a des contraintes réglementaires. La plupart des plateformes maintenant demandent un opt-in explicite pour ce type de traitement. Mais surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'une fois que la donnée est dans la plateforme, il se produit un certain nombre de choses, le matching des identifiants, il faut que l'audience ait une taille minimum, il faut qu'ensuite on ait préparé la campagne, mais à la fin, on ne sait pas précisément qui a été exposé au message, puisqu'il faut encore que les gens soient venus et fait une recherche et taper les mots-clés qui aient permis de les exposer au message. On ne sait pas qui a été exposé au message, et la plateforme ne vous dira même pas qui a cliqué sur le message. Elle vous donnera des statistiques, mais elle ne vous donnera pas des données individuelles. Alors après, il y a des moyens pour essayer au moins de détecter qui a cliqué, à condition que le lien ramène sur votre site web en taguant les URL, mais ça reste imparfait. Et donc, et potentiellement, avec le mécanisme des extensions d'audience, vous avez aussi été amené à cibler avec votre campagne des gens que vous n'aviez pas mis dans votre cible initiale. Donc, tout ça rend les choses assez compliquées à piloter et à mesurer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vraiment aller chercher un ROI rapide, une des façons de faire, c'est de déployer des cas d'exclusion. Donc, le cas d'exclusion le plus simple, pour illustrer ce que je suis en train de dire, c'est de dire, je vais automatiquement sortir de mes campagnes médias tous les gens, et en quasi temps réel, ou sur des temps très courts. Dans un délai très court, je vais sortir les gens des campagnes médias, tous les gens qui ont déjà acheté. C'est pas la peine que je les retarget dans ma campagne, et que donc je paye à la plateforme. Et là, les gains sont assez importants. Ce qui va changer par rapport à ce que vous faisiez la plupart du temps, parce que la plupart d'entre vous le font déjà, mais ce qui va changer, c'est la capacité de le faire avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, parce qu'une CDP va vous permettre de faire ça. Mais voilà, ça c'est un des sujets dont on discute beaucoup en ce moment avec nos clients, ce sujet-là.
dans la mesure en plus où on voit en 2025 une année où les dépenses marketing en général ne sont pas à la hausse, hein, pour le dire gentiment, il y a un maintien des dépenses médias, il y a une recherche d'efficacité en revanche autour de ce sujet-là. Autre sujet, celui-là plus technique, qui est très dans l'air du temps, en fait, c'est comment on optimise le couple qui est fait de mon cloud data dans lequel j'ai toutes mes données et ma CDP. Il y a 2 ans, les gens souvent réfléchissaient à arbitrer entre l'un et l'autre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La plupart des clients se lancent dans des architectures dans lesquelles ils vont combiner les deux. Et l'arbitrage, enfin l'équilibre et l'optimisation de ce couple est évidemment au centre des conversations. On a encore aujourd'hui même des projets, par exemple, où on nous demande de repenser cet équilibre entre les deux pour optimiser le fonctionnement général. Alors de quoi parle-t-on? En fait, il y a un ensemble de besoins et de contraintes qu'une seule solution ne peut pas traiter. Le cloud data va être bon sur la maîtrise de l'active data au sens large. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le long terme, c'est un choix stratégique dans la plupart du temps que d'avoir choisi un cloud data. Et l'entreprise va chercher à capitaliser sur ce cloud data pour y stocker toute l'information qui est importante pour elle. Et l'information client est évidemment une information clé. Le coût du compute est moins cher dans un cloud data que dans une CDP. Certaines CDP vous vendent un coût de compute séparé de la licence de base. D'autres CDP vous vendent un coût de compute qui est inclus dans la licence de base, mais il y a un compromis. Donc, quand vous avez un coût de compute qui est inclus, en général, vous n'avez pas l'accès à un langage, vous n'avez pas la possibilité de créer tous les algorithmes que vous voudriez faire. Il y a un certain nombre de limitations. Et donc, en fait, si vraiment vous voulez avoir des choses sophistiquées qui soient faites précisément pour votre métier, il n'y a pas tellement d'autres solutions de toute façon que de le mettre dans le cloud data dans ce cas-là. Certaines CDP permettent de le faire, mais dans ce cas-là, ça vient en général avec un coût du compute qui est plus élevé que celui que vous auriez dans un Amazon, un Google, un Snowflake ou un Databricks. Et puis enfin, il y a la puissance et les volumes de traitement. Certains retailers ont des tables qui comptent en milliards de lignes, notamment des tables de produits achetés, voire en dizaines de milliards de lignes. Quand il faut faire des algorithmes d'appétence en réutilisant ces données, on va être sur des traitements potentiellement qui sont très lourds et sur lesquels les cloud data offrent un avantage par rapport aux CDP. En revanche, les CDP offrent un avantage sur toute la partie activation et omnicanalité. C'est impossible à faire depuis un cloud data, d'orchestrer. Voilà, il faut rajouter beaucoup de briques par-dessus et on va se lancer dans des projets qui sont relativement complexes d'intégration. Donc la partie activation omnicanalité, toute la partie facilité d'intégration avec toutes les batteries de connecteurs que les éditeurs de CDP fournissent, et puis l'autonomie des métiers. Enfin, c'est pas à la portée des utilisateurs métiers que d'utiliser, par exemple, un BigQuery et d'y aller faire ses requêtes et de comprendre comment tout ça marche. Il y a besoin d'une interface et c'est pas le travail d'une IT de développer une interface utilisateur au-dessus d'un cloud parce que c'est pas tout de la développer. Il faut aussi fournir un support et c'est un métier. Voilà. Et donc en fait, cet ensemble de besoins qu'une solution ne peut pas traiter. En revanche, la combinaison des deux est un peu la killing app du moment. Donc, on va parler, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais on va vraiment parler aujourd'hui d'architecture hybride dans lequel la CDP et le cloud data vont cohabiter. On va utiliser des capacités de no copy, c'est-à-dire la capacité qu'aura la CDP de virtualiser les données qui sont dans le cloud data sans avoir besoin de les recopier pour les utiliser. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a encore 2 ans, il y a tout un tas d'éditeurs qui expliquaient que ça servait à rien, le no copy. Puis après, on est passé dans une période où il fallait faire que du no copy. Puis, comme souvent, le balancier est en train de revenir au milieu.
Et aujourd'hui, ce sont les architectures hybrides dans lesquelles une partie des données est stockée dans la CDP, des données moins critiques sur le long terme, moins stratégiques. Une partie des données est stockée dans le cloud data. Souvent, l'intégration avec le back-office, les ERP, les systèmes legacy de l'entreprise, etc., se fait directement au niveau du cloud data. En revanche, toute l'intégration front, toute l'intégration activation se fait au niveau de la CDP et les deux échangent en temps réel de la donnée à travers des connecteurs qui sont maintenant puissants, fonctionnels et très complets. Voilà. Et donc ça, c'est aujourd'hui les solutions à l'état de l'art, l'architecture hybride. La plupart des projets qu'on traite aujourd'hui de déploiement ou en amont de cadrage, de conception, d'architecture, s'orientent vers ce type de façon de procéder. Alors, de quoi, si on parle maintenant, sur les quelques minutes qui nous restent avant de passer aux questions-réponses, de quoi est-ce que nous, chez Convertéo, on pense que l'année 2025 sera faite? Alors, je vais évidemment pas vous quitter sans vous avoir parlé d'intelligence artificielle. Vous seriez tous et toutes sûrement très déçus. Mais oui, enfin, tous les éditeurs aujourd'hui travaillent sur des solutions, l'intégration d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse d'améliorer des choses qui existent déjà parfois depuis quand même longtemps, d'AI classique ou d'IA générative. Alors, vous avez sur ce graphe la maturité des plateformes en abscisse et puis la création de valeur en ordonnée. Il y a une petite ligne qui vous dit où est-ce qu'on en est en termes de production. Donc, ce qui existe déjà dans quelques plateformes, et évidemment, ça va continuer à s'accélérer, c'est la traduction de contenu, les requêtes en langage naturel. Ce qui est à l'état souvent de POC, au début du passage en production, c'est toute l'utilisation des données non structurées, donc les verbatims, les retours clients, ce genre de choses, avec de l'IA génératif pour la transformer en données structurées qui soient exploitables et qui viennent alimenter la CDP et ensuite être utilisées à des fins de ciblage, à des fins de trigger, etc. Et puis, les choses qui sont encore à l'étude, pas complètement matures, on va retrouver la création de contenu, la personnalisation des contenus à l'échelle. Alors, ça, c'est quelque chose dont le ROI reste à prouver parce que générer 1 million d'emails totalement personnalisés pour 1 million de personnes dans une base, ça coûte quand même très cher en termes de coût de compute. Et la rentabilité, l'uplift que vous allez en obtenir est pour l'instant pas du tout évident. Les premiers POC qu'on a pu mener sont pour l'instant pas probants de ce point de vue-là. Voilà. Mais après, peut-être que c'était le sujet de la campagne qui n'était pas le bon ou quelque chose comme ça. Hein. Je veux dire, il va falloir tester ça un nombre de fois relativement important pour en avoir le cœur net. La création de campagne, voilà, et puis la gestion dynamique de parcours, c'est quelque chose qui sera très probablement un jour sur le devant de la scène. Pour l'instant, il n'y a pas de solution qui fasse ça vraiment bien. En tout cas, pas de solution qui soit aujourd'hui en France. Une solution du marché qui a une offre autour de ça, mais qui n'est plus présente en France. Donc voilà un peu tous les sujets qui sont en train d'arriver, sur lesquels on a de l'IAGène. Puis il y a évidemment un travail continu sur l'amélioration des algorithmes de ciblage, alors au sens large, hein, les scoring, les appétences, les lookalikes, etc., etc. C'est pas quelque chose qui est nouveau, ça existe depuis longtemps maintenant, mais évidemment c'est en prod, évidemment, mais c'est quelque chose qui se renforce de plus en plus. Voilà un peu tous les sujets sur lesquels on voit les éditeurs et les solutions travailler aujourd'hui en termes d'IA, et bien évidemment les progrès, les releases vont arriver, les projets vont continuer à se faire dans le courant de l'année. Deuxième sujet qui est alors très fortement dans l'air du temps, au cours des conversations et au cours des décisions qui vont, à notre avis, se faire, la réduction des coûts. Je vous parlais tout à l'heure du fait que l'avenir est très probablement à la convergence entre les outils de gestion de campagne et les CDP. Évidemment, le fait d'utiliser une seule solution, ça permet quand même d'avoir des coûts qui sont moins élevés, et pas simplement des coûts de licence, hein, mais des coûts d'intégration, des coûts de maintenance également.
la rationalisation grosso modo du SI marketing est un sujet qui est dans beaucoup de conversations en ce moment et un driver déjà de quelques projets en ce début d'année. Troisième sujet que nous voyons, le début de la consolidation du marché. Il y a beaucoup d'acteurs. Tous ne sont pas extrêmement en réussite, on va dire, depuis un an ou deux. Vous avez eu le rachat, il a annoncé la semaine dernière de mParticle par Rocket, et d'ailleurs, qui est une première étape. On pense qu'il y a probablement trop d'acteurs sur ce marché aujourd'hui et qu'un certain nombre de ces acteurs vont probablement être rachetés ou disparaître peut-être également. C'est pas du tout de l'ordre de l'impossible. D'autant plus que l'accélération technologique nécessite des moyens importants. Et voilà, quand on fait la combinaison d'un marché qui se replie un peu, de besoins de financement importants et du fait que d'un nombre d'acteurs trop nombreux qui fait que tous les acteurs ne sont pas aujourd'hui n'ont pas tous une dynamique très positive. C'est pas très difficile de se dire que le marché devrait se consolider probablement et ça devrait pas tarder à commencer. Et enfin, je vous l'ai déjà dit, mais nous sommes persuadés, puis je terminerai là-dessus, que 2025 sera l'année de la Customer Data and Engagement Platform. Donc, ces solutions combinées qui vont de la collecte de la donnée, sa réconciliation, le traitement, jusqu'à la gestion de campagne, y compris la préparation des assets, et puis l'envoi des messages au moins sur un certain nombre de canaux, puisqu'il y a des canaux propriétaires sur lesquels ça sera plus difficile d'envoyer des messages soi-même, mais au moins l'envoi de messages email, SMS, etc. Nous sommes chez Converteo persuadés que c'est ça l'avenir, et d'ailleurs, la version 2025 de notre cartographie, je peux déjà vous l'annoncer, sera clairement orientée autour de ces plateformes qui combinent la data et la capacité à activer et à orchestrer et à gérer les campagnes. Voilà, je vous propose de passer à la session de questions-réponses. J'en ai une première question déjà, donc je vous propose d'utiliser le chat pour poser vos questions. La première des questions, pendant que vous posez les vôtres, que je vais prendre, c'est le temps moyen de déploiement d'une CDP. Alors c'est très variable, mais en fait, en fonction des technologies, de la maturité de votre socle data, on arrive aujourd'hui à avoir les premiers cas d'usage qui sont en production au bout de 2 mois dans un certain nombre de cas. La moyenne est plutôt de l'ordre de 3 à 6 mois pour les premiers cas d'usage en production, mais il y a effectivement un certain nombre de cas entre guillemets plus faciles sur lesquels quand on peut s'appuyer sur des choses déjà assez matures et un couple CDP et Cloud Data qui a été bien conçu pour fonctionner ensemble, on peut aller plus vite. Je vois que y a du monde en train de taper. N'hésitez pas à poser vos questions. Quel niveau de qualité de la donnée est attendu avant de penser à déployer une CDP? Ça, c'est une super question, je vous remercie. Vous ne pouvez pas attendre que votre donnée soit parfaite parce que sinon, vous ne déploierez jamais. Donc ça, déjà, premier sujet. Le deuxième, c'est que les CDP, en tout cas une bonne partie d'entre elles, ont une capacité de vous aider à nettoyer la donnée. Il y a un certain nombre de choses, la normalisation, parfois même de la déduplication, des choses comme ça qui pourront être faites. Mais après, si vraiment la donnée est d'une qualité trop moyenne, c'est sûr qu'à un moment, ça posera un problème. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que ça ne va pas vous empêcher de déployer la CDP, en fait, en réalité. En revanche, ça donnera des résultats
ça donnera des résultats qui seront décevants, tout simplement parce que la donnée sera de qualité trop moyenne. Et ça, c'est un vrai sujet. Voilà, donc il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas attendre que votre donnée soit impeccable, sinon, comme c'est quelque chose qui n'arrive pas, dans 5 ans, on sera encore en train d'en parler. Que les CDP pourront vous aider à soit nettoyer la donnée, soit mettre le doigt sur les problèmes de données. Les CDP ne feront pas tout non plus. Il y a des choses, voilà. Mais par contre, vous voyez, on intègre maintenant de plus en plus souvent des solutions de type DQE ou Capency. Alors, sachant que DQE vient de racheter Capency, mais dans les projets, il y a des choses comme ça qui sont en train de se faire, justement parce que les deux se mènent en parallèle. Y a-t-il des cas d'usage à déployer en priorité en mode quick win? Je parlais des exclusions de plateformes médias. Souvent aussi, alors il y a des cas d'usage qui sont absolument indispensables de notre point de vue, c'est tous les cas d'usage qui tiennent à la conformité RGPD. Le point le plus dur sur la conformité RGPD dans la plupart des organisations, aujourd'hui, ça n'est plus la conformité des cookies sur le site web. Ça, c'est bien géré en général. C'est devenu maintenant la capacité à collecter, unifier et repropager les opt-in, les opt-out à travers l'ensemble du SI, parce que c'est souvent là qu'est le point faible. Et donc, une des recommandations que nous sommes amenés à faire souvent, c'est de permettre de bien penser notamment ce sujet de l'unification de la gestion des consentements dans la CDP. Et la CDP est très pratique pour faire ça. Elle fait ça très très bien. Attention, la CDP n'est pas un outil de capture du consentement. Aujourd'hui, aucune CDP n'est capable de vous fournir notamment une plateforme permettant de construire des centres de préférence, par exemple. Il y a d'autres outils pour ça, mais en revanche, c'est vraiment un outil très pratique pour à la fois collecter tous les consentements qui remontent des différents canaux, les agréger, les unifier et les repartager. Voilà. Et puis après, il y a des cas d'usage qui sont souvent quick win. C'est assez amusant. En 2025, on pourrait se dire que c'est pourtant bien maîtrisé, mais en fait, les paniers abandonnés, des choses comme ça, avec un peu d'omnicanalité derrière dans la communication autour du panier abandonné, sont souvent des choses qu'on met en place assez rapidement. Y a-t-il des cas d'usage à déployer en comment mener de manière efficace la phase de cadrage et de conception? Il n'y a pas d'échappatoire, il faut vraiment faire l'inventaire de vos cas d'usage et des besoins liés à chacun des cas d'usage. Ça, c'est la base de départ. Vous allez devoir travailler sur ces cas d'usage, vous allez devoir vous dire, bon, pour chacun de ces cas d'usage, de quelles données j'ai besoin, où est-ce qu'elles se trouvent, comment elles s'unifient, et ensuite de quelles j'ai besoin pour cibler, quelles données j'ai besoin pour activer. Donc ça, c'est la phase de départ. Et puis après, en fait, la recommandation, c'est de ne pas faire un gros projet monolithique qui dure 1 an et demi avant de déployer tous les cas d'usage d'un coup, mais c'est bien de travailler de façon incrémentale, cas d'usage par cas d'usage, parce que quand vous aurez fait votre inventaire des cas d'usage en général, vous aurez une vision assez claire de la facilité d'implémentation de chacun des cas d'usage, mais aussi des ROI qui sont attendus de chacun d'entre eux. Et du coup, vous pourrez définir les priorités de déploiement de vos cas d'usage et après travailler de façon incrémentale. Pouvez-vous nous partager votre avis sur les CDP les plus performantes actuellement sur le marché, expliquer ce qui les distingue en termes de fonctionnalités et de valeur ajoutée pour les entreprises? Alors, c'est difficile parce qu'en fait, il n'y a pas de plateforme parfaite pour tous les besoins. Il y a certaines plateformes qui sont très puissantes en traitement de la donnée. J'ai pas envie de citer de nom aujourd'hui, parce que je risquerais d'en oublier. Il y a des plateformes qui ont déjà pris le virage de la combinaison CDP Marketing Automation, ce qui peut faire d'elle un bon choix par rapport à justement un travail d'harmonisation et de votre SI et de réduction des coûts. Il y a des CDP qui sont, il y a des solutions de Customer Data Engagement Platform qui viennent
de l'orchestration qui sont très efficaces sur la partie omnicanalité, etc., etc. C'est vraiment, il n'y a pas, selon le poids du corps de votre projet, selon les priorités, c'est difficile de distinguer une CDP parmi les autres. Il n'y a pas de produit qui sort totalement du lot. Il y a quelques très bons produits sur le marché, il y en a plusieurs, mais il n'y a pas de solution qui soit totalement au-dessus des autres dans tous les domaines. Quels sont les prérequis pour définir les critères de sélection de la CDP de demain? J'ai envie de vous dire, c'est un peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, hein, la capacité à travailler en mode hybride, l'évolution d'une pure CDP vers un outil qui combine le marketing automation. Voilà un peu les éléments. Voilà. Et les prérequis sont à nouveau très bien connaître votre architecture, très bien connaître vos cas d'usage, essayer de vous projeter sur les tendances marché en matière de cas d'usage, et puis bien sûr choisir une solution qui restera ouverte et qui vous apportera la capacité de s'adapter, parce que vous allez quand même la choisir pour quelques années. Le marketing évolue à toute vitesse et il faut que la solution elle puisse s'adapter aux nouveaux usages qui apparaîtront nécessairement et qui ne sont pas identifiés aujourd'hui. Est-ce que, par rapport au walled garden, est-ce que les CDP peuvent servir de lieu de collecte des consentements, des données de consentement de façon fiable, ou est-ce que cela se fait par rapport aux architectures préconisées? Comme je le disais tout à l'heure, la CDP est un très bon endroit pour réconcilier les consentements et avoir une vision complète du consentement, de tous les consentements d'une même personne à travers les différentes plateformes, etc., etc. Après, la CDP n'est pas un outil de collecte du consentement en tant que tel, puisque c'est pas la CDP qui va vous fournir un écran dans lequel vos clients finaux vont venir indiquer leur consentement ou gérer leurs préférences. Là, il y a besoin d'une interface qui peut être sur votre site web, qui peut être dans votre site e-commerce, qui peut être des plateformes dédiées de type OneTrust, Didomi, etc. Et donc, voilà, la CDP est vraiment là pour vous servir de référentiel des consentements, si on peut le dire comme ça. Quel type de profil ou d'équipe est utilisateur moteur dans la mise en place d'une CDP? Alors ça, c'est très variable selon les clients. Ça ne peut pas se faire sans au moins l'équipe marketing, l'équipe data, l'équipe IT. Clairement, si les trois ne sont pas sur le projet, vous allez avoir un trou à un moment. L'IT parce qu'il va falloir se raccorder au cloud data, comme je disais tout à l'heure. La data parce que c'est au cœur du sujet, et le marketing parce que c'est eux qui vont utiliser la plateforme in fine. Voilà. Après, dans l'exploitation, il faut bien penser qu'une CDP, c'est pas un outil qui est statique, c'est un outil qui évolue tout le temps. Et dans les coûts, il faut ne pas oublier qu'il va falloir un product owner qui va être quelqu'un qui va avoir en charge de piloter les évolutions de la plateforme, piloter aussi le développement des best practices, le partage des best practices, la communauté des utilisateurs. Enfin, il y a tout un tas de travail à faire au long terme en production autour d'une CDP. Ça n'est pas une solution qui, une fois qu'elle est en place, qu'on peut oublier. Est-ce que l'implication d'une DSI est rédhibitoire pour intégrer ou maintenir une CDP? Alors non, l'application d'une DSI est nécessaire à minimum pour concevoir, pour se connecter au SI, au cloud data. Après, dans l'exploitation quotidienne, la CDP en elle-même, la DSI n'a pas forcément besoin d'être impliquée, mais il va vous falloir quelqu'un qui quand même comprenne bien le schéma de données de votre CDP, comment cette CDP est interconnectée avec le reste du système et qui puisse le faire évoluer. Après, ce qu'on voit nous, c'est que souvent ce product owner ou ce duo ce duo de personnes, c'est souvent, il y a un profil plus métier, un profil plus technique, qui ne sont pas forcément full-time, mais vous allez avoir besoin de ce monde-là pour piloter. Mais au moment de l'implantation, enfin, des sociétés comme les nôtres et nos concurrents, on est capable de vous déployer une CDP, on est capable d'intervenir aussi bien sur la partie d'ailleurs cloud data que sur la partie CDP elle-même pour faire les déploiements, avec une participation minimisée de la DSI, mais la DSI doit être présente. Clairement, il faut que la DSI soit quand même là.
C'est d'ailleurs une des grosses différences entre une CDP et puis les DMP, c'est qu'on pouvait déployer une DMP sans aucune intervention de la DSI. On chargeait les données à la main et on déployait les trackers avec les équipes digitales et on pouvait démarrer comme ça, et les connecteurs avec les équipes médias. Avec une CDP, c'est plus possible. Il va falloir quand même se connecter au back-office, au SI de l'entreprise, et donc la DSI doit être impliquée. Comment convaincre en interne de faire bouger les lignes par rapport au legacy, sachant qu'on nous renvoie souvent à une trop grande loi d'effort dans un contexte business défensif? J'ai envie de vous dire, la première étape, c'est le cadrage, la définition des cas d'usage, l'évaluation à la fois de cette réelle complexité et de l'effort qu'il convient de mettre en regard des bénéfices qu'on peut en attendre. Et puis après, je ne vous cache pas que tous nos cadrages ne se terminent pas par la conclusion qu'il faut déployer une CDP, hein, Olivier. On a un bon 20% de ces cadrages qui concluent à l'inverse. Donc, il se peut aussi que votre interne ait raison, mais sans avoir fait cette analyse-là, je ne sais pas vous répondre plus avant. Sur le marché actuel, est-ce que vous voyez une évolution dans l'usage des data clean rooms des CDP? Est-ce que c'est positif ou encore limité? Alors, toutes les CDP n'ont pas de data clean room, mais celles qui en ont souvent des data clean rooms assez légères, par comparaison aux produits spécialisés. En revanche, une CDP est un très bon prérequis pour mettre en place une data clean room, dans la mesure où la CDP va vous permettre de préparer la donnée, de l'agréger, de l'unifier, d'en avoir une vision beaucoup plus complète, et donc apportera énormément de valeur à la data clean room derrière. Parce que dans la data clean room, vous allez exposer des données qui seront beaucoup plus riches du fait que vous ayez bien tout unifié, une vision 360 avec des golden records qui soient relativement complets, etc. Voilà. En revanche, voilà, je le redis, les solutions de data clean room offertes nativement par les CDP sont souvent quand même encore aujourd'hui pas mal en retrait des produits de data clean room spécialisés du marché. C'est pareil, on peut aussi s'attendre à une forme de consolidation entre ces deux types de solutions dans l'avenir, je pense. Comment convertir dans les cadrages de choix? En fait, nous, effectivement, on sait vous accompagner à la fois depuis le début de l'identification des besoins, la compréhension de l'architecture et la recommandation de ce qu'il conviendrait de faire, comment faire évoluer tout ça et des gains que vous pourriez en attendre, le choix en lui-même et puis le déploiement derrière des solutions. Verteo couvre l'ensemble du cycle et on travaille avec la plupart des éditeurs du marché, sauf quelques exceptions qui ne sont pas ou peu présentes en France. On travaille essentiellement, nous, avec quand même des éditeurs relativement grands comptes, ceux qui sont, puisque c'est notre clientèle habituelle, les grands comptes, moins avec les solutions qui sont spécialisées pour les PME. Mais c'est ce qui nous donne cette capacité à bien les connaître aussi et puis à produire la cartographie dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai traité toutes les questions, s'il n'y en a pas d'autres. Si j'ai oublié personne dans le chat. Il me reste à vous remercier. Et vous souhaiter une très bonne journée, puis puisque c'est encore dans les temps, vous souhaitez... Ah, j'ai une autre question qui vient d'arriver. Des expériences ou conseils pour éduquer les utilisateurs finaux à la valeur de l'activation des données marketing au bénéfice d'une CDP. Oula, alors ça, c'est toute la conduite du changement. Je ne vais pas avoir le temps de répondre à ça comme ça en quelques minutes, mais vous avez raison, Anne, de poser cette question parce que c'est souvent un des points durs qui est négligé dans les projets. On se rend compte une fois que la solution est en place, en fait, qu'elle n'est pas utilisée parce que les gens ne comprennent pas l'intérêt de le faire. Voilà. Donc, c'est un point auquel il faut porter beaucoup la conduite du changement, beaucoup d'importance dans le projet. Écoutez, donc je disais, c'est encore le temps de vous souhaiter une excellente année 2025. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Ceux d'entre vous avaient la possibilité aussi de télécharger la cartographie si vous ne l'avez pas déjà fait. Et nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. À bientôt. Au revoir.